Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Marie-Philippe Goyer, qui est orthopédagogue et qui est venue démystifier cette profession-là. Qu'est-ce que c'est l'orthopédagogie? Donc, tant pour les parents que peut-être les futurs orthopédagogues, ça va être une discussion qui va vous intéresser. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Marie-Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Toi, tu es orthopédagogue. Exactement. Moi, je suis orthopédagogue et maintenant conseillère pédagogique cette année à l'école où je travaille. À l'école? Oui. OK. Puis, je t'ai invitée justement pour parler du métier d'orthopédagogue. Mais avant, présente-toi un peu, dis-nous ce que tu fais. Parfait. Bien, justement, là, je suis orthopédagogue. Cette année, je suis conseillère pédagogique, mais mon but, c'est d'aider les profs à bonifier un petit peu leur pratique, à ajuster leur pratique pour répondre au plus d'élèves possible dans les classes. Là, on en reparlera tout à l'heure. Là. Oui, mais tu es vraiment en soutien aux enseignants. Exactement, mais j'ai été orthopédagogue, j'ai travaillé en classe TSA, en classe langage, donc en adaptation scolaire. Oui. Puis j'ai été orthopédagogue de première à sixième année plusieurs années aussi, là, donc je connais assez bien les différents niveaux, là, mais je suis restée au primaire. Oui. Puis cette année, c'est vraiment le fun aussi, là, comme en conseillance pédagogique, comment on peut amener les profs à soutenir dans le fond, mieux leurs élèves dans les classes. Là, donc, non, c'est un beau défi. Puis j'ai aussi, dans le fond, sur les réseaux sociaux, une page là, qui s'appelle Scolaide. Je pense que c'est ça, c'est là que tu as vu le contenu que je publiais. Puis c'est vraiment du contenu intéressant que j'invite les intervenants du milieu à aller voir ta page parce que vraiment, tu donnes des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Tu démystifies aussi certaines pratiques, certaines choses. J'essaie de vulgariser un petit peu dans le fond, les pratiques probantes, un petit peu qu'est-ce qui part de la recherche, qu'est-ce qui est recommandé, de façon un petit peu simplifiée. Là, j'essaie d'en parler puis de l'imager puis de donner des exemples pour que les profs puissent l'appliquer en classe. Mais je pense que même les parents auraient intérêt là, à regarder certaines capsules. Là, ça peut les aider à travailler avec leurs enfants. Oui, puis à comprendre aussi ce qui est fait dans les classes. Oui, parce que souvent, comme parents, on est à l'extérieur de l'école. Plus notre enfant vieillit, plus on est à l'extérieur de l'école. Puis des fois, c'est un peu abstrait, tu sais, ce qui se passe. Puis, justement, ta page, tu démystifies, tu parles des pratiques probantes, tu nous donnes des conseils, des trucs qui sont adressés aux professionnels de l'éducation au départ, mais ça peut aider les parents à comprendre certaines choses aussi, là, donc c'est intéressant. Puis là, toi, ta formation pour te rendre comme orthopédagogue, qu'est-ce que tu as fait? Moi, dans le fond, j'ai commencé, en fait, j'ai fait un début de bac en enseignement préscolaire primaire régulier. Puis, j'ai réalisé, moi, je travaillais dans les camps de jour comme accompagnatrice d'élèves qui avaient des besoins particuliers. J'ai tout le temps été comme, on dirait que j'étais comme tout le temps attachée à cette clientèle. Je me retrouvais toujours avec les élèves qui avaient des besoins particuliers. Je les aime vraiment beaucoup. Là. Donc là, à un moment donné, je me suis juste dit, OK, je vais changer de bac. Donc, je suis allée à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait mon bac en adaptation scolaire et sociale. Puis, je voulais devenir orthopédagogue, mais finalement, j'ai réalisé qu'avec ce bac-là, on pouvait faire tellement de choses. Là, on peut travailler au primaire, au secondaire, on peut au privé, dans des cliniques privées comme orthopédagogue. On peut travailler des classes, langage, TSA, avec des clientèles dyslexiques, dysorthographiques, troubles de pause. Il y a de toutes sortes. Là. Puis autant en classe qu'en soutien aux enseignants. Donc, je trouvais que j'avais comme beaucoup de possibilités qui s'offraient à moi. Puis finalement, suite à mon bac, j'ai travaillé comme ortho. Puis j'ai fait aussi donc c'est le bac pour être orthopédagogue, c'est ce bac-là. Mais j'ai fait un diplôme, dans le fond, à l'UQAM après en didactique cognitive des difficultés d'apprentissage en lecture-écriture. Puis ça m'a vraiment beaucoup outillé là, pour travailler en milieu scolaire parce que souvent, c'est en lecture-écriture là, que les besoins sont prioritaires dans les écoles. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que s'il y a des enseignants qui nous entendent, là, c'est une option de formation. Mais oui, c'est une formation qui a vraiment été super bénéfique pour moi. Là. Super. Puis, dans le fond, là, qu'est-ce que ça fait, une orthopédagogue? Parce que là, quand t'es parent, là, tu te fais dire, votre enfant va voir l'orthopédagogue de l'école. Oui. Il est suivi. Puis là, il faut que tu signes le petit papier, là, j'accepte que mon enfant soit suivi en orthopédagogie. Mais comme parent, on ne sait pas trop, tu sais, c'est-tu quelqu'un parce que mon enfant il est en échec, ça va vraiment pas. Parfois, c'est ça, mais des fois, c'est pas ça non plus. Puis là, on fait comme un saut, on dit, voyons, l'orthopédagogue, puis ça commence dès la maternelle. Oui. Donc, c'est quoi le rôle de l'orthopédagogue?
Bien, le rôle de l'orthopédagogue est très large, là, mais dans une école, donc c'est sûr qu'il y a des orthopédagogues en clinique privée. Là. Moi, je vais parler, tu sais, je pourrais en reparler au pire après parce que je suis des élèves au privé, là, à mon compte, pas dans une clinique, là, mais en milieu scolaire, l'orthopédagogue, son rôle, c'est, mon Dieu, il y en a beaucoup. Je trouve que soutenir les enseignants, c'est ce qu'on voit pas assez, mais c'est très important. Là, il y a un gros rôle de collaboration là, qui est important entre l'orthopédagogue et les profs, juste pour réfléchir, discuter, analyser, parler des dossiers d'élèves, trouver des solutions. Comment, avant d'envoyer les élèves en orthopédagogie, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord en classe? Là? Ça, l'orthopédagogue peut être en soutien pour ça. Oui, vraiment. Puis j'ai travaillé avec d'autres orthopédagogues qui étaient super bonnes, là, qui, justement, après les rencontres le midi, dans le cadre de porte, donnaient des conseils aux profs pour comme, regarde, fais ça en premier, puis si jamais ça fonctionne pas, reviens me voir, essaye telle chose, puis après ça, on verra si l'élève a vraiment besoin de venir avec moi. Là. Mais bon, une orthopédagogue, généralement, ce que ça fait, là, de façon plus classique. Là, ben, ça va évaluer. Donc, en début d'année, il y a souvent des tests de dépistage. On va, par exemple, chez les petits, là, évaluer la fluidité en lecture ou la conscience phonologique chez les élèves qui arrivent de la maternelle pour voir un petit peu qui a des, dans le fond, qui a des facteurs de protection, qui aurait peut-être besoin de prévention un petit peu plus. Oui, exactement. Donc, une évaluation, souvent, tu sais, pas juste en début d'année, là, à différents moments dans l'année, des tests de dépistage à mi-année, fin d'année, pour voir un petit peu l'avancement, les progrès, puis pour pas avoir un élève qui passe entre les mailles du filet, là, finalement. Il y a beaucoup aussi d'interventions. Donc, généralement, ça, les évaluations, c'est pour tous les élèves. Hein? Souvent, bien souvent, c'est toute la classe qui va voir individuellement une fois l'orthopédagogue pour ça. Oui, surtout, ben, tu sais, je dirais, des fois, en fin d'année, c'est peut-être, l'orthopédagogue peut faire un test de dépistage avec les élèves qui a le suivi pour voir si les progrès. Mais oui, les tests de dépistage, là, en début d'année, puis même à différents moments dans l'année, c'est pour tous les élèves, toute la classe. Donc ça, on ne se surprend pas de recevoir. Là, moi, je sais, j'ai déjà reçu une lettre écrivant « Votre enfant lit tant de mots par minute, la moyenne à son âge est de temps, donc il est pas, tout va bien. » Oui, puis même si il était en bas de la moyenne, tout va bien quand même. C'est ça, mais ça nous donne nous donne une idée, mais ça, il ne faut pas se surprendre de ça. C'est génial. C'est pas parce qu'il y avait une problématique qui était peut-être décelée par l'enseignante, c'est que souvent, tous les élèves en début d'année, c'est de façon générale, là, en tout cas dans les milieux scolaires, moi je travaillais comme ortho, je faisais passer des tests aux élèves en début d'année. Puis même chez les plus vieux, il peut y avoir des tests de compréhension en lecture, au niveau de l'orthographe, les régularités orthographiques. On peut aller valider certaines choses faire des dictées diagnostiques de début d'année, voir qu'est-ce qui est maîtrisé. Ça aide l'enseignante et l'ortho, mais tu sais, même l'enseignante, ça l'aide après ça, ajuster ses interventions. Si elle voit que la majorité de sa classe ont des difficultés avec telle stratégie de lecture, trouver le sens d'un mot inconnu, bien, elle va passer beaucoup plus de temps elle-même en enseignement sur ça. Donc, c'est pas juste pour, après ça, se dire, hey, lui, il a de la misère, on va l'envoyer en orthopédagogie. C'est aussi pour la prof. Portrait de classe global. Un beau portrait de classe en début d'année, c'est super intéressant. Donc, l'orthopédagogue est généralement responsable parce que c'est des tests qui sont souvent standardisés. Donc, pour la compilation des résultats, habituellement, elle va faire un beau petit tableau, puis elle va mettre des petites couleurs. Puis, ça va être facile de s'y repérer. Puis, ensuite de ça, bien, il y a toute la partie intervention. Donc, c'est variable d'une école à l'autre, mais de façon générale, c'est des blocs d'intervention. Donc, on a un objectif. Tu sais, le but, c'est d'avoir un objectif, dans le fond, spécifique là, par rapport à certains élèves, avec, dans le fond, une progression logique dans l'intervention pour aller... après ça, évaluer à la fin du bloc d'intervention si ça a apporté ses fruits, si les élèves ont bien répondu à l'intervention. Mais ce qu'on discutait un peu avant l'enregistrement, là, c'est que c'est important de comprendre comme parent, je pense, que si notre enfant a des difficultés, bien, il y a comme 3 niveaux d'intervention possibles. On appelle ça le modèle de réponse à l'intervention. Là. C'est pas grave si vous vous rappelez pas du nom. Mais c'est important de comprendre que, en général, une enseignante va commencer avec le niveau 1. Donc, il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 d'intervention. Donc, l'intervention de palier 1, c'est comme une intervention universelle. Là, pour tout le monde, pour tous les élèves de la classe. C'est l'enseignante qui est, en fait, responsable là, de ce palier d'intervention-là. Donc, elle doit choisir un type d'enseignement, un type de pédagogie qui est adapté à ses élèves. Moi, cette année, c'est intéressant. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les profs en palier 1 du modèle de réponse à l'intervention. Donc, moi, les enseignantes avec qui je travaille sont
tellement ouvertes d'esprit, ils ont envie d'essayer plein de choses, mais tu sais, ça peut arriver à une enseignante qu'à chaque année, elle faisait des choses de la même façon, mais cette année, elle a un groupe complètement différent. Pour mille et une raisons, ça fonctionne pas. Bien, c'est sûr et certain que les interventions de l'enseignante sont censées répondre à 80% des élèves. Oui, c'est ça. Au palier selon le modèle, tu sais, c'est ça. Le palier 1, c'est des interventions qui vont répondre à 80% des enfants. Donc, tu sais, si la moitié de la classe n'a pas compris une notion, bien, tu sais, il faut qu'on se réajuste. Tu sais, c'est pas la moitié de la classe va aller en orthopédagogie, tu sais. C'est ça. Donc, on doit se réajuster. Donc, après ça, il y a des adaptations qu'on peut faire en classe. Au niveau tant de l'enseignement que de l'évaluation, on peut offrir des outils personnalisés, évaluer à l'oral. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire en classe pour répondre à 80% des élèves. Oui. Ensuite de ça, s'il y a des élèves, il y a un 20% généralement qui va résister, on passe en palier 2. C'est là où l'orthopédagogue généralement arrive. L'orthopédagogue est là aussi en palier 1, mais c'est plus pour conseiller, guider, accompagner les profs. En palier 2, elle va vraiment plus intervenir. Soit elle va venir en classe, puis elle va soutenir, ce qui est intéressant. Elle peut voir exactement comment les élèves transfèrent leur stratégie dans le milieu de la classe. Parce que quand on est dans un petit local isolé avec des élèves en orthopédagogie, des fois, c'est pas réaliste. Non, il y a des choses qu'on va faire, mais on est 4 dans le local, ils sont super concentrés. Puis un petit coco qui a de la difficulté à être attentif, en orthopédagogie, souvent, ça va bien aller parce qu'on est là constamment pour rappeler, pour dire hey, « viens avec moi », puis on pose des questions plus ciblées à l'enfant. Donc, c'est différent. Et quand l'orthopédagogue prend le temps d'aller en classe en palier 2 pour analyser un peu, tu sais, on fait souvent les deux, on sort un peu de la classe, puis on revient en classe aussi pour voir si ça fonctionne bien, bien, c'est intéressant de voir que, oups, dans le fond, ça, je réalise qu'il ne sort pas son aide-mémoire qu'on a pris tellement de temps à bâtir ensemble en orthopédagogie. Bien là, tu sais, donc, généralement, c'est ça. En palier 2, on va avoir des petits groupes de besoins avec un objectif. C'est sûr qu'il y a des besoins en français, en maths et tout, mais tu sais, la prof est responsable aussi de faire de la récupération, de faire des petites cliniques de besoins avec des élèves, des enseignements en sous-groupe en palier 1. En palier 2, c'est l'orthopédagogue. Et en palier 3, c'est généralement pour un élève ou deux là, chez qui la résistance est encore là, même après une intervention avec l'orthopédagogue en sous-groupe fréquente, répétitive, puis ça ne fonctionne toujours pas. Bien, l'intervention en niveau 3, c'est individuel. Dans le fond, c'est vraiment ciblé selon les besoins, c'est personnalisé. Puis, c'est pas toujours offert dans les écoles parce que, tu sais, des fois, le service, c'est pas toutes les écoles qui offrent un service comme privé comme ça. Ouais. Mais il y a des cliniques, tu sais, c'est ça. Fait que des fois, les parents vont payer pour une clinique privée, ils vont payer une orthopédagogue qui va venir à l'école, après l'école, pour aider leur enfant. Mais ça, c'est ça. C'est quand ça fonctionne toujours pas. Puis, ça, j'en fais quelques... Tu sais, j'ai quelques élèves chez qui, là, je continue de... Au privé? Oui. J'ai comme des élèves là, que j'ai depuis quelques années. Fait que je les ai gardés avant ou après l'école. Là. Donc, je les aide avec certains objectifs précis parce que, c'est ça, ils ont des défis particuliers. Oui. Fait que c'est comme les 3 niveaux. Oui. Donc, le rôle de l'orthopédagogue est assez variable. Tu sais, c'est ça. Ça peut être niveau 1, j'accompagne. Niveau 2, je vais en classe où je sors les élèves. Puis, j'interviens même des fois en soutien en privé. Fait que c'est très, très, très variable. Donc, l'orthopédagogue intervient pas juste quand il y a un problème frappant qu'on observe. L'orthopédagogue peut être en observation dans une classe, en soutien à l'enseignant, sans intervenir nécessairement auprès de l'élève. Tout à fait. Puis ça se peut qu'un enfant dise « Hey, j'étais avec l'orthopédagogue aujourd'hui. » Il ne faut pas que les parents paniquent parce que, 1, des fois, c'est en prévention. 2, ça se peut qu'elle soit en soutien en classe puis que c'était pas... Tu sais, c'est que l'enfant, il a juste vu l'orthopédagogue dans sa classe puis c'était pas nécessairement directement pour lui. Des fois, l'orthopédagogue va aller en classe faire un enseignement de grands groupes. Là. Moi, j'ai souvent fait ça aussi. Je modélisais des sons en classe là, chez les petits. Puis on m'avait invité à le faire en classe tant qu'à être pour tout le monde. Fait que, tu sais, il y a plein de façons, pas de façon, mais de moments où l'enfant pourrait être en contact avec l'orthopédagogue, puis ça serait super bénéfique. T'sais. Je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait des orthopédagogues dans les écoles, puis les parents, je comprends que je suis pas parent, mais je me dis que ça peut être stressant au nombre de rencontres que j'ai fait avec des parents, mais c'est tellement positif. Oui. Tu sais, il y a un soutien, on est là pour aider, on prend les moyens, fait que c'est génial. Souvent, je pense que comme parent, te faire dire ton enfant va voir l'orthopédagogue, c'est dans ta tête, tu l'associes, il y a une problématique, il est en difficulté, ça va pas. Alors que là, depuis tantôt, je t'écoute, puis c'est comme, ben des fois, c'est peut-être que ça va bien, mais il y a une affaire qu'il n'a pas compris, puis là, ben on va l'envoyer une petite heure pour qu'il aille voir l'orthopédagogue pour régler cette en lacune-là. fait, ça dépend des écoles. Il y a des écoles que ça va être ça.
Mais généralement, le rôle d'orthopédagogue, c'est pas un rôle de récupération. Ça, s'il y a un petit truc qu'il n'a pas compris, c'est l'enseignante qui devrait. Dans un monde idéal. Là, au palier 1, Au palier 1, exactement. Oui, dans un monde idéal, là, si c'est plus la récupération, il y a une notion qu'il n'a pas compris. Ça serait plus le rôle de l'enseignante. Oui. Après, s'il y a des difficultés qui persistent, bien là, on va faire comme un bloc là, de 8 semaines en rééducation de tel, par exemple, le sens du nombre en mathématiques. Tu sais, c'est comme gros, là. Fait que là, on rebâtit, on reconstruit pour qu'il y ait des bases solides. Puis après ça va, tu sais, le reste va comme mieux. Les fondations de la maison vont être plus solides, ça va être plus facile après. Donc, ça veut pas dire qu'on voit l'orthopédagogue une année, que nécessairement l'enfant est en difficulté après. Ben non. C'est ça, le but, c'est qu'il arrête. Le nombre de fois que j'ai vu des élèves en orthopédagogie, puis là, bye-bye, là, on ne s'est plus jamais revu parce qu'après le bloc, ça a été résorbé, puis... Ça lui a permis de repartir sur des nouvelles bases pour mieux je dis performer, mais mieux progresser dans son cheminement. Oui, mieux réussir. C'est puis ça. Après, tu sais, ça, c'est une autre discussion, mais tu sais... C'est aussi comment on perçoit l'évaluation, comment on perçoit les notes, c'est quoi réussir. Est-ce que on se compare aux autres enfants ou on se compare à c'est quoi les attentes de niveau? Tu sais, il y a tout ça aussi là, qu'il faut reconstruire et rebâtir notre perception de la performance ou des notes, puis il est en difficulté. Bien, il y a eu de la difficulté. Là, on va l'aider. Puis après ça, il répond tout de même aux attentes. Là. Les attentes, c'est pas qu'ils comprennent tout du premier coup. Non, souvent, c'est ça. Sinon, il irait pas à l'école. Exact. Puis moi, je dis souvent aux parents que l'enfant a, c'est un cycle, là, c'est première, deuxième. Après ça, il y a le deuxième cycle, 3, 4, 5, 6. Bien, l'enfant, il y a le cycle au complet, par exemple, pour apprendre à lire il y a 2 ans. Là. Fait que c'est pas grave si à la fin de la première... Chaque enfant va popper un peu à son moment, là. Parce que là, on est au mois de juin, on fait l'enregistrement fin juin. Oui. On voit beaucoup ça, là, des petits cocos, fin première, que la lecture n'est pas encore totalement là. Ils ont encore, le décodage est un peu pénible, la fluidité. C'est normal. Puis les parents, ben ils s'inquiètent, se disent, voyons, il a fini sa première année. Puis la première année, dans notre tête, c'est tellement on apprend à lire, à écrire. Oui, mais ils ont 2 ans. C'est ça. Ils ont 2 ans. Fait que moi, j'ai souvent vu des élèves que c'était difficile. Puis même après ça, quand ils vont arriver début deuxième, là, ils vont en avoir reperdu pendant l'été. Il ne faut pas s'inquiéter. Ouais, c'est normal, c'est la chute un peu des apprentissages durant l'été. C'est sûr que c'est important. Rouillés. On essaie de continuer, par exemple, à stimuler les enfants pendant l'été. Il y a plusieurs manières de le faire, là. Mais après ça, en deuxième année, ils vont repartir. Puis les profs de deuxième savent qu'ils repartent un peu, puis ils révisent un peu ce qu'ils ont vu, puis on repart. Première année, c'est l'acquisition des sons. Deuxième année, c'est un petit peu plus comme la fluidité. Là. Fait que c'est normal que l'élève, fin première, ne lise pas de façon fluide, même si son ami, lui, oui. C'est normal. Chacun son rythme. C'est ça. Donc, en orthopédagogie, toi, tu peux vraiment y aller en différenciation. C'est-à-dire, tu peux vraiment partir de où est l'enfant pour l'amener à une étape plus loin, un palier plus loin dans ton approche. Oui, exactement. C'est ça. Ton but, c'est que l'enfant puisse continuer à suivre les attentes de son cycle. C'est quoi le but, l'objectif? Bien, c'est sûr que quand on est en milieu scolaire, le but, c'est que faut que le sous-groupe de besoins ait un objectif commun pour, par exemple, les 3-4 enfants qui sont dans le... Fait que c'est pas personnalisé à un enfant. Donc, ça m'arrive là, que je vois dans mon sous-groupe d'orthopédagogie que tel enfant a des difficultés avec tel son particulier. Bien, tu sais, je peux pas décider qu'aujourd'hui, on parle de ce son-là parce que j'ai 3-4 enfants. Puis le but, c'est de travailler, mettons, la fluidité. Je vais essayer de le guider un peu, mais après ça, tu sais, moi, mon objectif, il faut que je le respecte, c'est la fluidité. On travaille les stratégies, je bâtis une séquence en fonction de ça, je m'ajuste en cours de route, mais c'est ça. Après, quand on est en suivi privé, c'est sûr que c'est plus facile. On regarde, OK, lui, il est où cet enfant-là? Puis, où est-ce que je veux l'amener? Mais c'est quoi le besoin prioritaire? Parce que souvent, un enfant a plus qu'un besoin. Ben oui. Peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent qui ont déjà participé à des rencontres de plan d'intervention avec leur enfant. Oui, bien là, c'est ça. On va y arriver à ça. Là. Mais c'est ça. Il y a souvent plus d'un objectif. Mais tu sais, il faut regarder c'est quoi les objectifs qui sont prioritaires. Parce qu'il y en a, on pourrait en lister plein là, d'objectifs, mais c'est comme une chose à la fois. Tu sais, prochaine brique, après ça, on en empile une autre, puis là, on va se rendre après. Mais c'est sûr que des fois, on se dit, OK, on veut qu'il développe sa fluidité en lecture, en plus qu'il écrive des phrases bien ponctuées et que si, ça, puis tu sais, wow, il y en a trop. Là. Qu'est-ce qui est prioritaire? Dans quel ordre on va y aller? Fait que même comme orthopédagogue, c'est difficile de trouver aussi parfois
de rester focus parce qu'on voit qu'il y a plein de choses à travailler. On voudrait là. tout faire, oui. Ouais, j'en parlais avec une collègue qui est nouvellement orthopédagogue. Puis elle me disait, mon Dieu, là, elle travaillait, par exemple, les stratégies de lecture, mais elle a fait écrire les élèves. Puis là, elle voyait que, bon, il y avait des difficultés d'écriture. Mais là, j'étais comme, ton objectif, c'est la lecture, là. Lance-toi pas dans... Tu sais, c'est pas grave s'il fait des fautes, là. Tu peux lui dire comment le mot va s'écrire, mais tu sais, il faut que tu restes focus dans ton objectif. Puis je pense que comme parent aussi, s'il y a un objectif au plan d'intervention avec votre enfant, on regardera tantôt c'est quoi les pays, mais tu sais, on se concentre sur un objectif à la fois. Puis une petite bouchée à la fois. Oui, c'est ça. Venons-en justement au plan d'intervention, Ouais. mais avant, je veux comme faire un détour avec la collaboration avec les parents. Parce que souvent, comme parent, puis là, j'enlève mon chapeau de prof, là, je me mets vraiment comme parent. Il y a comme, tu sais, soit qu'on veut collaborer, mais puis qu'on sait comment, donc on écrit, puis bon. Ou bien qu'on veut collaborer, mais qu'on ne sait pas trop comment, tu sais. Ouais. Tu sais, parce qu'un parent qui vient du milieu scolaire, tu sais, bon, je vais écrire mon message, puis on sait un peu les attentes, on sait un peu comment ça fonctionne. Un parent qui ne vient pas du milieu scolaire, là, c'est un peu épeurant, je dirais, de dire, ben là, je vais écrire à la prof, je vais écrire à l'orthopédagogue. Cette collaboration-là avec les parents, pour toi, qu'est-ce que ça a d'important? C'est quoi l'importance de ça? Puis, est-ce que toi, tu as des attentes précises par rapport aux parents? C'est vraiment une bonne question. Puis, je suis tellement contente qu'on en parle parce que moi, comme orthopédagogue, j'étais tellement heureuse quand je recevais un courriel de parents. Ah oui. Parce que les parents vont écrire généralement à l'enseignante. Tu sais, je trouve que c'est important que l'enseignante soit en CC là, pour qu'il y ait une belle collaboration équipe-école. Mais, tu sais, si vous avez des questions, l'enseignante, premièrement, des fois, c'est pas la personne qui peut toujours répondre. Si on a une question spécifique sur une difficulté, des fois, elle va aller se référer à l'ortho pour répondre. Donc, ça peut être intéressant si vous savez que votre enfant va en orthopédagogie de temps à autre, d'écrire vos questions directement à l'orthopédagogue en lien avec les difficultés. Vous cherchez des recommandations, des idées, des stratégies pour étudier les mots de vocabulaire à la maison. Oui. Puis là, on le sait qu'avec le confinement, en plus, cette collaboration-là est encore plus importante. Les parents étaient souvent démunis, ils ne savaient pas trop comment aider leur enfant. Donc là, c'est vraiment encore plus important de ne pas se gêner. Oui, écrivez, posez vos questions. C'est sûr que moi... quand je fais des suivis privés, donc si votre enfant est en suivi privé, j'invitais toujours les parents dans les rencontres. Oui. Parce que, tu sais, la fréquence et la répétition, là, c'est ce qui va faire un méga changement. Là. Moi, une fois semaine en privé, voir un enfant, ça peut faire une petite différence, là. Mais si le parent vient à la rencontre avec moi, il voit comme quels mots j'utilise, quelle stratégie je donne, comment j'image, de quelle couleur on va surligner le groupe du nom. Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça, là, mais après ça, à la maison, on le refait, on le martèle à chaque jour. Là. C'est ça qui va faire une différence. Pour moi, les plus grands progrès que j'ai vus chez les enfants, c'est quand les parents venaient en rencontre avec moi, puis ils réinvestissaient le tout à la maison. Tu sais, par exemple, les outils techno, là, l'ordinateur pour écrire. Là. J'en ai tellement entraîné des élèves aux outils, mais c'est complexe. Il faut que les parents voient comment on fait, puis ça sert à quoi, puis c'est quoi la boîte de mots qui va apparaître, pourquoi on clique sur lui versus lui. Puis là, à chaque fois que l'enfant va l'utiliser à la maison, à tous les soirs, tu sais, je donne un peu des petits devoirs aux parents parce que c'est pas moi qui fais une différence au final. Là, c'est vraiment les parents et le travail qu'ils font à chaque soir. C'est un investissement de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce que ce que tu expliques là, c'est un peu ce qu'on voit en orthophonie pour les plus petits. Tu sais, les parents s'investissent, sont là à la rencontre, puis là, rendus à la maison, je lance le dé, puis là, ils mettent les objectifs qu'ils ont observés, puis ils peuvent un peu calquer aussi les interventions dans le sens qu'ils peuvent répéter, comme tu as dit, les mêmes mots, utiliser. On le voit, ça, en orthophonie, mais en orthopédagogie. Mais moi, c'est d'ailleurs une orthophoniste qui faisait ça parce qu'à l'école où je travaillais, il y avait des orthophonistes aussi, puis je voyais qu'elle invitait les parents. Bien, ça vient comme naturellement. Là, j'étais comme, quelle bonne idée. Tu sais, fait que moi aussi, j'ai commencé à inviter les parents. C'est pas tout le monde qui venait, ou des fois, ils venaient à une rencontre. Mais au moins, tu sais, c'est parce que sinon, après ça, ben, on se pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait en orthopédagogie? L'enfant n'est pas nécessairement capable de tout expliquer. Il y a des petites notes de fin de rencontre qui sont, tu sais, où on va se parler, mais c'est pas comme le vivre puis le voir. J'adore les parents, pour vrai, demandez-le à l'orthopédagogue si vous pouvez assister à une rencontre si elle vous l'offre pas. C'est sûr que dans le milieu scolaire, c'est pas possible, là, mais en privé, si vous avez vous payez pour un service en clinique ou... de pas se gêner. Non, vraiment pas.
Fait que ça, c'est une belle façon de collaborer. J'adore écrire ça. des courriels à l'orthopédagogue de l'école, faire des rencontres. Il y a les rencontres de plans d'intervention ou de révision des plans qui sont des super moments pour poser vos questions. Qui sont intimidants pour des parents. Là. Sur les groupes Facebook de parents d'enfants qui vivent avec des difficultés, moi, je sais parce que personnellement, je suis sur plusieurs. C'est souvent une question qui revient. Comment je me prépare pour le plan d'intervention de mon enfant? Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pas? Comment... Les parents sont tellement angoissés. Puis c'est vrai que c'est angoissant. Mais c'est tellement un beau moment. Nous, on le voit comme un super moment, mais je peux comprendre c'est parce que le parent, c'est stressant. Il y a la direction, il y a des fois le TES, l'orthopédagogue, parfois l'orthophoniste, le prof. Tu sais, c'est puis là, tu te dis, ce sont tous des professionnels qui sont chacun, tu sais, en contrôle de leur sujet, de leur truc. Puis là, moi, ben, je suis le parent, mais ce que tu nous dis là, c'est que c'est tous des professionnels qui se sont déplacés et mobilisés pour discuter de la chose la plus précieuse au monde, de votre enfant, et on veut trouver des solutions. Tu sais, un plan d'intervention... c'est souvent quand c'est la première fois, là, après quelques années, si notre enfant a un plan, on le révise à chaque année. C'est ça. Des fois, c'est moins intimidant, mais au début, je peux vraiment comprendre. Mais ce que c'est que c'est une rencontre avec des professionnels. Dépendamment des écoles, il n'y a pas toujours plein de gens. Mais il peut y avoir l'orthopédagogue, l'enseignante est toujours présente, parfois la direction, l'orthophoniste, la TES, dépendamment de c'est quoi les défis, les besoins de l'enfant. Donc, c'est au niveau comportemental ou académique. Puis, le plan d'intervention, c'est une rencontre où on va faire le portrait de l'élève, c'est-à-dire c'est quoi ses forces, c'est quoi ses besoins, puis lister 1, 2 objectifs. Là. C'est rare qu'on va à 3, 4 objectifs. Prioritaires avec des moyens. Puis, on veut que ça soit mesurable et quantifiable pour voir si on est capable d'atteindre l'objectif. Donc, c'est super positif. C'est justement, on voit qu'il y a des petits défis, mais on ne va pas rester là les bras croisés. Voici ce qu'on veut mettre en place. Voici ce que vous pouvez faire à la maison. Avez-vous des idées? Parce que les parents sont là pour... Tu sais, si vous avez des propositions aussi à faire de comment ça se passe à la maison, si vous voulez venir chercher de l'information pour continuer puis dans le fond, en faire aussi de votre côté, c'est toutes des super... Tu sais, c'est un vraiment beau moment pour le faire. Puis généralement, tu sais, on va réviser le plan là, un petit peu plus tard dans l'année. Je pense que c'est en octobre, là, la majorité des écoles où on va le créer. Le temps, là, c'est ça. Après ça, on le révise comme en mars, fin mars, début avril. On va réviser le plan, voir comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été atteint? Est-ce que c'est en voie d'acquisition ou c'est pas atteint? Bien, si c'est pas atteint, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Là. Ça n'a pas fonctionné, nos moyens. Mais généralement, il y a quand même du progrès là, quand on est capable de tout appliquer. Oui. Oui, parce que ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Là. Des fois, il y a trop de choses au plan, là, puis... L'enseignante, si elle a 1 million de mesures à mettre en place pour un élève, puis elle a comme plein de plans dans sa classe, des fois, c'est pas réaliste. Fait qu'il faut rester réaliste. C'est pour ça que le parent doit aussi en faire à la maison. C'est une belle collaboration équipe-école. C'est ça, on n'arrive pas là comme quelqu'un de passif qui va se faire proposer des choses sans donner notre avis. Là. Bien, c'est ça. C'est sûr que le but, c'est que le parent s'investisse. Oui. C'est intéressant qu'ils posent des questions, qu'ils veulent en faire plus. Moi, dans les rencontres de plan d'intervention, j'essayais de donner des exemples de petites choses. Il y avait tout le temps une catégorie pour les parents là, avec des 3-4 idées de choses qu'ils peuvent faire à la maison. Mais je sais que le train-train de la vie va vite, puis des fois, j'ai pas d'enfant avec. Je peux pas. J'ai souvent plein de propositions pour les parents, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui a les le temps. Les parents peuvent piger dans ce que tu proposes. Tout à fait. C'est rien de complexe. Des fois, ça va être de travailler. Si on a un objectif par rapport à la lecture, de lire avant de se coucher puis de faire réagir notre enfant à la lecture. Je donne 3-4 exemples de questions qu'on peut poser. Ça peut être de lire un livre à 2, puis comment bien lire un album avec son enfant ou lire un roman en collaboration. Comment bien étudier les mots d'orthographe. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec notre enfant, même cuisiner pour travailler les maths. Fait que, oui, c'est vraiment pas... Ça devrait pas être stressant. Le but, c'est aussi... Parfois, dans ces rencontres-là, c'est là qu'on peut avoir des nouvelles à annoncer aux parents, des recommandations d'évaluation, on se questionne. Mais le but, c'est toujours d'aider l'enfant, puis d'avancer, puis de justement prévenir des difficultés possibles. On veut pas que ça empire, on veut que ça se résorbe. Donc, parfois, ça va être d'aller en orthophonie pour une évaluation parce que les orthopédagogues, on ne peut pas évaluer et diagnostiquer. Là. Oui. Souvent, on le sait parce qu'on a fait des évaluations au préalable. Fait qu'on sait que quand on réfère un enfant en neuropsy ou en orthophonie pour une évaluation, il y a des bonnes chances. C'est vraiment souvent, ça revient, puis on le savait. Donc,
sais, quand on réfère, il faut prendre ça au sérieux, il ne faut pas perdre notre temps, on y va. Plus on le sait d'avance, plus on est capable d'avoir les mots. C'est pas une étiquette, là, c'est juste de dire, hey, mon enfant, il y a telle difficulté, on va répondre par telle intervention, puis on va combler son besoin d'une façon pour compenser ou pour rééduquer. Oui. Donc, comme parent, se préparer à un plan d'intervention, finalement, c'est de connaître son enfant. Noter ses questions. Nos besoins. Mais j'ai un document, je ne sais pas si je peux te l'envoyer ou en tout cas, j'ai un document sur, je pense que c'est sur Mieux enseigner. Là. C'est pour les profs, c'est un document de préparation au plan d'intervention. Mais il y a une section, un petit guide pour les parents que les profs envoient. Moi, je l'avais comme construit pour que les profs l'envoient aux parents, mais il y a une section comment me préparer. Il y a des cases à écrire, là, où on écrit, c'est quoi les forces, c'est quoi les défis. Quel document précieux. En tout cas, je te l'enverrai. On s'arrange si tu veux. Pour le mettre disponible. Oui, c'est sûr. Mais oui, tu sais, c'est connaître votre enfant, trouver c'est quoi ses forces, tu sais, parce qu'il y a une section dans le plan. Aussi. Il y a une section dans le plan d'intervention, force, besoin. Fait que, tu sais, si vous aussi, vous êtes capable de noter qu'est-ce que vous voyez, vous, comme force, c'est quoi vous, selon vous, ces besoins. Vous voyez quoi à la maison, tu sais. Ça se peut que ce soit complètement différent de ce que les enseignants voient à l'école, puis ça serait correct. C'est juste le fun de le partager pour que les enseignants en soient conscients. Puis après ça, bien, vos questions. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que vous me recommandez? Est-ce que vous avez tu sais, les profs ou les professionnels peuvent vous recommander des lectures aussi par rapport, par exemple, aux difficultés de votre enfant, peuvent vous certains diagnostics aussi. Exactement. Moi, mon cerveau a besoin de lunettes, je l'ai référé à combien de parents, mais c'est tellement pertinent. Pour le TDAH. Oui, tellement. exactement. Donc, je pense que c'est juste d'arriver avec une ouverture d'esprit et de savoir qu'on est là pour aider. Super. Puis là, qu'est-ce qui nous amène à consulter au privé? Parce que là, on a parlé de l'école, mais comme on a vu dans la pyramide d'intervention, à un moment donné, peut-être qu'il y a un petit plus qui est nécessaire. Qu'est-ce qui nous amène à se tourner vers le privé pour notre enfant? Qu'est-ce qui devrait être les petits signaux d'alarme de dire, peut-être que l'école, finalement, c'est pas suffisant, on devrait peut-être se tourner vers un suivi ailleurs? Bien, moi, c'est sûr que je me dis, je pense que de discuter avec l'enseignante, c'est un premier pas, là, de voir, est-ce que vous me recommandez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Il faut aussi démystifier c'est quoi le tutorat versus comme de l'orthopédagogie en clinique privée. Alors, parce que, tu sais, du tutorat, c'est de l'aide aux devoirs, avant un examen. C'est généralement pas nécessairement une orthopédagogue. Ça peut être un service comme il y a beaucoup d'entreprises, des étudiantes qui sont tu sais, super bonnes, mais c'est sûr qu'on va pas chercher les mêmes choses qu'avec une orthopédagogue qualifiée. Donc, si vous avez besoin pour, tu sais, l'orthopédagogie, c'est pas du tutorat. Donc, ça peut être des fois un petit coup de pouce pour les devoirs ou pour l'étude, OK. Puis si c'est, l'enseignante va être capable de guider, tu sais, peut-être un peu de tutorat ou, non, allez en orthopédagogie, vraiment, on voit que votre enfant a des difficultés marquées au niveau de tu sais, il y a une dyslexie dysorthographie, par exemple, ben on va aller consulter puis aider notre enfant avec l'orthopédagogue. Ça peut être par prévention aussi. Il y a tellement de raisons. Donc, discuter avec l'enseignante, mais tu sais, par prévention, par exemple, mon enfant s'en va au secondaire, il y a justement un diagnostic. Moi, j'ai des élèves l'année prochaine qui s'en vont au secondaire, que j'ai aidé cette année. Puis, tu sais, ils ont très bien réussi. Il n'y aurait pas nécessairement besoin de l'orthopédagogue. Mais on s'est dit, garde, pour la première, le premier, tu sais, on va, pour vrai, tu sais, c'est une grosse adaptation au secondaire. Ou, tu sais, des fois, la marche entre la 4e puis la 5e année est quand même haute, là, entre les cycles. Donc, on pourrait se dire, hey, sais-tu quoi, on va faire un petit coup, là, en début d'année, voir. Puis, si ça fonctionne bien, parfait, tu sais, on arrêtera. Mais des fois, comme par prévention, si on sait que notre enfant a des difficultés à se concentrer et tout, tu sais, on veut donner un petit push, ça peut être ça. Des fois, j'ai eu des motifs de consultation parce que l'enfant, c'était du stress. Donc, l'anxiété chez l'enfant, avant les évaluations, c'était tellement, tu sais, l'enfant a méga stress, ben ça la rassurait de travailler avec l'orthopédagogue une fois par semaine. Mais le but, c'était de distancer les suivis. Oui, pour lui montrer qu'elle était capable, mais c'était comme un accompagnement, là, puis on lui redonnait confiance en elle, on lui donnait des stratégies, puis elle était comme plus confiante. Cette petite fille-là, elle avait des bonnes notes, là, mais ça peut être des fois une façon, parce qu'elle stressait beaucoup dans les examens de mathématiques, les résolutions de problèmes. Donc là, on a comme donné un petit coup de pouce, mais elle était capable, là, c'était vraiment le stress. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous amener. Les fonctions exécutives, donc tout ce qui est la les fonctions exécutives, là. Parce que comme parent, là,
Moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était une fonction exécutive. Donc, peux-tu juste faire un petit... Parce que c'est comme un peu C'est pas ce qui est priorisé. Généralement, en milieu scolaire, il y a d'autres besoins prioritaires, fait qu'on va pas travailler les fonctions exécutives par exemple, la mémoire de travail. L'inhibition, donc l'impulsivité, l'inhibition, contrôler cette fonction-là qui va... Dans le fond, les fonctions exécutives, là, mémoire de travail, inhibition, planification, gestion des émotions. Mon Dieu, est-ce que j'en oublie? Fait que ça va beaucoup plus large que les apprentissages. Bien, c'est que c'est en tout temps, là. C'est ça. C'est quelque chose qui est en filigrane, là, finalement, en tout temps. Donc, il y a des élèves qui ont... Tu sais, il y a un trouble, le trouble dissécutif, là. Oui. Bien, c'est ça, c'est au niveau des fonctions exécutives. Puis, c'est pas que l'enfant a une difficulté marquée en maths ou en lecture ou en écriture. C'est que, dans le fond, c'est qu'il y a de la difficulté avec une ou plusieurs fonctions exécutives qui... Tu sais, je veux dire, le TDAH, c'est un peu ça aussi, là, avec impulsivité. Ça va toucher partout. Oui. Ça va être partout. Dans toutes les matières. Fait que c'est sûr que des fois, on peut travailler les fonctions exécutives en orthopédagogie de différentes façons. Puis ça peut être quelque chose plus au privé parce que c'est pas quelque chose qui est prioritaire en milieu scolaire, mais ça peut être un motif de consultation intéressant, là. Moi, j'ai déjà eu un objectif, mettons, en maths, mais en même temps, on travaillait la planification parce que l'élève avait beaucoup de difficultés à s'organiser puis à planifier ses étapes dans le bon ordre, à revenir en arrière. Il y a aussi la flexibilité, on oublie de le dire, là. Mais la flexibilité mentale, être capable de passer comme de passer d'une notion d'avoir le cerveau moi, j'ai un cerveau de glu en tête. Oui, comme, tu sais, d'être capable de passer d'un jeu à un autre, d'accepter qu'il y ait un changement, de lire une histoire. Moi, souvent, en ortho, là, on lisait une histoire, puis la fin de l'histoire faisait en sorte que c'était surprenant, mais il fallait tout que tu reviennes au début. Tu reviennes au début, puis tu repenses ta conception de l'histoire lue. Oui. Parce que le personnage, finalement, tout le long, tu pensais qu'il était gentil. Finalement, c'était le méchant. Fait qu'il faut que tu reviennes derrière, puis là, que tu repenses à ton histoire. Faut que ce soit flexible. Mais là, ça, il y a des élèves qui n'acceptent pas ça puis qui ne comprennent pas ces histoires-là parce que leur flexibilité cognitive, là, c'est difficile. Oui. Fait qu'en tout cas, on peut travailler beaucoup ça en orthopédagogie, en orthophonie aussi, là. Oui. Mais on entend beaucoup parler de l'orthophonie au privé. Tu sais, les petits... Puis rapidement, nos enfants... Mais le langage, c'est là. Je veux dire, ça fait partie du développement qu'on observe à la maison dès le plus jeune âge, le babillage, tout ça. Donc, je pense que l'orthophonie est relativement bien compris comme métier. Alors que c'est ça, l'orthopédagogie, c'est un petit peu plus abstrait, tu sais. Comme tu l'as dit, il faut faire la différence entre tutorat, orthopédagogie, c'est pas la même chose, tu sais. Fait que je pense que là... Je pense que même pour un parent, j'imagine, tu sais, orthophonie, orthopédagogie, psychoéducation, technicien en éducation spécialisée, tu sais, il y a tellement de gens autour de l'enfant. Oui. Mais c'est ça, orthophonie, c'est beaucoup au niveau de la communication, du langage oral ou écrit, tu sais, c'est vraiment des spécialistes. Nous, on va intervenir au niveau, tu sais, on va être en rééducation au niveau de la dyslexie, de l'orthographie, par exemple, même le langage oral. C'est moins notre... ça va nous arriver de travailler en classe langage, par exemple, mais c'est sûr qu'on n'est pas des spécialistes comme une orthophoniste. On travaille en collaboration. Là, moi, mon orthophoniste, là, je l'aime d'amour. On la salue. Oui, on la salue. C'est ça. L'orthopédagogue, c'est comme spécialiste de la progression des apprentissages, je dirais, puis de tout ce qui entoure l'enfant en milieu scolaire. Tu sais, on n'a pas comme un champ d'expertise en particulier. On va travailler dans toutes les matières, avec tous les enfants. Fait qu'il faut être un petit peu, tu sais ça, être capable de on est très flexible. D'avoir une bonne flexibilité, c'est ça que j'allais dire. Mais oui, c'est ça. Fait que on accompagne l'enfant dans tout son parcours scolaire, puis on est comme la personne de référence dans l'école au niveau des difficultés d'apprentissage. Oui. Comment on fait pour voir une orthopédagogue? C'est quoi les démarches? Parce que là, on entend tellement parler qu'il manque de monde partout, que les listes d'attente sont interminables. Est-ce que ça existe des orthopédagogues qui font des suivis individuels au public? Première question. Bien, dans certaines écoles qui ont le modèle de réponse à l'intervention en 3 niveaux bien établi dans l'école, il est censé avoir un moment en privé avec l'orthopédagogue ou l'orthophoniste. Là. Donc, si le modèle RAI en 3 niveaux, il est vraiment bien appliqué. Il y a beaucoup d'écoles qui vont appliquer comme le palier 1, le palier 2. Puis là, rendu au niveau 3, ça peut être comme plus difficile là, d'avoir un moment individuel fréquent avec un enfant. Il y a tellement de besoins. Oui, là. C'est ça. Donc, vous référez à l'orthopédagogue de l'école qui peut, elle, vous donner des endroits où aller. Oui, c'est des cliniques, souvent. Des cliniques. Nous, dans le fond, je suis dans un milieu privé, là, présentement, là, dans une école privée. Dans une école privée. On a des orthopédagogues qui viennent, qui louent des locaux, là, puis qui accompagnent les enfants. Fait que, si votre enfant est dans une école privée, il y a
souvent ça, là. Oui, des orthopédagogues qui viennent, là, qui louent des locaux. Sinon, peut-être que l'orthopédagogue de l'école, elle veut faire des suivis avant ou après l'école. Vous pourriez vous informer. Ça peut être une possibilité aussi, il y a parfois. beaucoup de cliniques privées, là, des cliniques orthopédagogie ou des fois des cliniques, oui, c'est ça, multi, là, avec des psychologues, des orthophonistes, des neuropsys et des orthopédagogues. Là. Il y en a des, mettons le CENOP, là, des centres, là, la Synapse, ou en tout cas, je ne me rappelle plus. Là, il y en a beaucoup dans ma région. Aussi, là, ben ça, ils vont vous référer aussi. Généralement, c'est des listes d'attente. Mais tu sais, maintenant, avec la téléorthopédagogie, honnêtement, vous pourriez faire affaire avec une clinique de Québec, puis vous êtes à Montréal, puis les rencontres se font à distance. J'en ai beaucoup fait, moi, même pendant la pandémie, mais j'en faisais avant la pandémie aussi. Puis pour vrai, c'est aussi efficace. Là. Tu sais, l'enfant, c'est vraiment mieux ça qu'être sur une liste d'attente pendant des mois. Là. Ben oui. Je pense que vraiment, vous gagnez à demander s'il y a des services de téléorthopédagogie. Vous pouvez être à côté de votre enfant à la maison puis écouter aussi. Là, ça peut être super bénéfique. Puis dans le milieu de l'enfant aussi, tu sais, être à la maison, ça peut faciliter les apprentissages aussi dans un milieu connu, dans sa chambre, par exemple. Tu sais, des fois, ça peut être un plus, comme ça peut être un moins aussi pour certains enfants, mais souvent, ça peut être un plus. Mais c'est important si jamais vous envoyez votre enfant dans une clinique privée ou voir une orthopédagogue au privé, tu sais, de aviser l'enseignante, aviser, les mettre en contact, du moins. Moi, des fois, j'avais des classes d'adap, je savais que mon élève voyait une orthophoniste au privé. Bien, tu sais, j'aurais aimé ça, là, avoir un petit peu, savoir c'est quoi son objectif, elle fait quoi, comme, si elle fait ça, parfait, elle utilise quel matériel, je vais essayer de réinvestir, moi, de la même façon, c'est quoi les termes qu'elle utilise, fait que, tu sais, d'avoir une petite rencontre, là, vite, 15 minutes au téléphone, j'aimais beaucoup ça, fait que, tu sais, mettre en contact, aviser les profs, donner au moins le courriel pour, de temps à autre, inviter cette personne-là au plan d'intervention de l'enfant, tu sais, pour qu'elle entende, tu sais, quoi qui se passe à l'école. Qu'elle soit en collaboration. C'est pas comme, parce que sinon, ça peut parfois faire que c'est un petit peu plus décontextualisé, mais parfois, les objectifs, c'est correct. Tu sais, si l'objectif est tellement spécifique, puis elle sait où ce qu'elle s'en va, c'est correct aussi là, qu'il y ait un peu moins de collaboration, mais on essaie de comme travailler ensemble. Dans pour le bien-être de l'enfant. C'est ça. Ouais. Si tu avais un conseil pour les parents qui nous écoutent, pour les professionnels, tu sais, si tu avais une chose que tu veux leur transmettre pour que toi, ta pratique soit plus agréable, plus efficace, tu sais, là, on a parlé beaucoup de collaboration. Oui, mais j'allais dire ça. Mais c'est correct si c'est ça, tu sais, parce que... tu sais, comme parent ou même comme professionnel, des fois, on ne sait pas trop, tu sais, c'est quoi tes besoins, c'est quoi, tu sais, si tu avais un message à passer, là. À part la collaboration, parce qu'on en a assez parlé, mais je pense que j'irais avec, je suis pas parent, encore une fois, mais exemple, un enfant de maternelle se fait dire par une ergothérapeute qui a des difficultés motrices, de pas paniquer, de pas mettre une étiquette dans le front de notre enfant parce que puis de penser déjà là, qu'il ne sera pas capable, puis qu'il est différent, puis qu'il ne sera pas capable d'apprendre à lire et à écrire parce qu'il y a un trouble de coordination. Tu sais, c'est juste comme de faire confiance, de poser nos questions, d'être à l'affût, d'être là, d'accompagner, mais de ne pas faire sentir notre enfant. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est presque... Puis tu sais, j'ai souvent eu des rencontres où j'avais l'impression que l'étiquette était mise à cause que le parent se stressait tellement. Puis je suis pas parent, fait que je suis sûre que ça doit être stressant. Puis, c'est très stressant. C'est sûr, mais les gens sont là, sont autour. Puis cet enfant-là, tu sais, il y a tellement d'enfants qui ont des besoins aujourd'hui, là, que il n'est pas différent. Ça va bien aller. On va le prendre une journée à la fois. Puis au nombre d'élèves que j'ai eu, là, il y a tellement autre chose que ce petit diagnostic ou cette difficulté-là. On ne se projette pas dans l'avenir. On y va un jour à la fois. J'ai tellement d'élèves là, qui graduent, là, qui s'en vont, graduent du primaire, qui s'en vont au secondaire, mais qu'on est parti de loin, là, c'était difficile. Puis aujourd'hui, ils s'en vont en classe régulière, puis ils vont bien réussir. Ils ont même été acceptés dans des programmes enrichis. Ça va être correct. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Non, mais c'est fou, je te le dis. Mon message, c'est ça. Vraiment, ça va bien aller. On y va tranquillement, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est super. Je t'émotive parce que je le vis personnellement. Tant comme maman que comme prof aussi, je les vois, les difficultés des élèves. Puis, le message que tu passes aujourd'hui, la collaboration c'est la clé. Puis, ce que tu viens de dire là, que c'est un petit pas à la fois. Puis, c'est pas parce que notre enfant a une étiquette à poser dans son dossier que ça le définit. Non.
vraiment pas. C'est vraiment ça. pas. Justement, tu sais, Ouais. il est beaucoup plus que ça. Puis il faut pas que l'enfant le ressente comme ça. Ouais. Donc, on cache un peu notre stress, là. Ouais. On respire par le nez, puis on le fait pas sentir à l'enfant. C'est Il va se ça. développer, puis il va s'épanouir, puis il va actualiser tout son potentiel. Fait que voilà. Hey, merci tellement, Marie-Philippe. Ça me fait plaisir. C'est vraiment apprécié. Puis, j'invite tout le monde à te suivre pour fine. t'entendre parce que je pense que tu as beaucoup de choses à transmettre. T'es vraiment fine. Merci beaucoup, Alexandra.